était impossible de gouverner les masses, des masses considérables, sans les hypnotiser avec un narratif. Mais il y a toujours une thématique de culpabilisation qui va revenir. Les médias de masse sont le clergé, en fait, sont le lieu où s'opère la liturgie du conditionnement. Lorsque vous avez des gens qui vous disent que pour défendre nos libertés, nous devons empêcher les gens de douter. C'est la formule du totalitarisme des origines, c'est-à-dire pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Là, c'est pas de liberté de penser pour les gens qui... Pas de liberté de penser pour les gens qui pensent librement. Nous nous disons démocratique. La démocratie ne peut pas exister si le débat est bridé. Je reçois aujourd'hui Slobodan Despot qui nous fait le plaisir d'être en Belgique. Slobodan, vous êtes traducteur, vous avez été directeur de collection, dont directeur adjoint des éditions L'Âge d'Homme, cofondateur des éditions Xenia. Mais vous êtes aussi photographe, vous avez été porte-parole et comme vous l'indiquez, surtout, on y reviendra, surtout romancier, avec 2 romans, Le Miel et Le Rayon Bleu. Et puis évidemment, et ça on en parlera longuement, vous êtes cofondateur de l'Antipresse, un magazine, je cite, hebdomadaire destiné à nous faire réfléchir. Nous ne faisons pas de bruit, nous produisons du sens et vous venez de fêter vos 7 ans d'existence. Comment allez-vous, Slobodan Despot? Mais je vais toujours très bien. Je suis presque hilar à chaque fois que je viens à Bruxelles. Je ne sais pas pourquoi, cette ville me met de bonne humeur. L'absurde belge peut-être? Oui, je goûte beaucoup l'absurde et l'absurde belge n'a de rival que dans l'absurde britannique. Vous publiez le premier Antipresse en décembre 2015, si je ne me trompe pas. Moins de 4 ans et demi après arrive ce que vous nommerez dans l'Antipresse du 29 mars 2020 le Corona Foirus. Si vous créez l'Antipresse, c'est notamment, je vous cite, parce qu'il est urgent de repenser les systèmes médiatiques et leur rôle. Veulent-ils nous affranchir ou nous dominer? Sont-ils au service des êtres humains ou du pouvoir, des annonceurs et des actionnaires? Mais aussi parce que l'information nous forme de l'intérieur, elle façonne nos réactions et notre vision du monde, elle peut nous diviser ou nous mobiliser, elle peut nous apporter la clarté ou nous plonger dans l'angoisse. On y est complètement là avec ce qui se passe, et je vous rejoins complètement par rapport aux motifs qui sont derrière la création de Kairos. Vous étiez donc très lucide à l'époque, mais est-ce que vous vous attendiez à ce que nous vivons aujourd'hui depuis presque 3 ans maintenant, où ça vous a quand même étonné de tomber dans ce qui se passe actuellement avec cette folie covidienne? Alors, très honnêtement, à partir du 15 mars 2020, où ça a commencé chez nous en Suisse, donc le 15 mars, c'était le week-end de la mi-mars où on a introduit les mesures de confinement, etc., j'ai décidé intérieurement que rien n'allait me surprendre, et rien ne m'a surpris, parce que cette mesure initiale était en soi totalement absurde. Et à partir du moment où l'absurde prend le pouvoir, il va généralement au bout de sa logique, qui est illogique pour nous, pour la raison, ou pour le bon sens, mais qui est conforme à la loi interne d'un mécanisme absurde. Donc l'absurde doit aller jusqu'au bout de sa logique. C'est indépendamment de son impact sur la réalité ou de son adéquation à une réalité ou pas. L'absurde a ses lois. De même puisque nous sommes à Bruxelles, de même qu'un tableau de Magritte qui ne représente aucune réalité possible dans la réalité, correspond à une logique picturale et esthétique parfaitement cohérente, mais dans son domaine à lui, qui est celui de l'art. Et en fait, nous vivons dans une dystopie qui est une forme d'art. La fiction et la réalité se sont interverties. C'est pour ça d'ailleurs que je n'ai plus écrit de roman depuis. Ah, on y reviendra. Donc il y a un gouffre énorme entre le réel et ce qu'on en dit. Et pour vous, ce n'est que la continuité de ce délire occidental dans lequel on est? En fait, c'est un délire qui n'est pas seulement occidental. C'est un délire, à mon avis, qui est lié à la société industrielle avancée elle-même. C'était du spectacle. La société du spectacle, comme l'avait décrite Debord. Et puis à l'époque, d'ailleurs à la même époque où écrivait Debord, des savants, des sociologues avaient découvert, avaient compris, en URSS d'abord,
cette société sophistiquée, technologique et idéologique dans laquelle nous vivons, en URSS c'était l'utopie marxiste, en Occident c'est une utopie capitaliste ou ultralibérale, ces sociétés développaient des représentations d'elles-mêmes qui leur permettaient de gouverner. C'est-à-dire que les élites de ces sociétés s'étaient rendues compte à un moment donné, grosso modo dans les années 60, qu'il était impossible de gouverner les masses, des masses considérables, sans les hypnotiser avec un narratif. Et nous sommes ainsi arrivés jusqu'à construire une représentation. C'est comme si on construisait une maison virtuelle à côté de notre maison, un hologramme, mais qu'au bout d'un moment, on a tellement investi dans l'hologramme que la vraie maison est devenue inhabitable. Donc on va essayer d'habiter l'hologramme. Et on va faire semblant qu'il ne pleut pas sur nos têtes. C'est en gros ça l'itinéraire que nous avons suivi. Ouais, c'est presque ce que veut faire Zuckerberg avec le métaverse. Hein, oui, c'est ça. Que la fiction devienne réalité. Justement, en parlant de fiction, j'ai envie qu'on discute de la question du climat. Vous avez dans l'Antipresse 362, et j'ai vraiment envie qu'on développe ça parce que je n'ai pas du tout honte de dire que ça a eu des réactions très fortes dans notre rédaction. Vous avez repris dans l'hiver de Davos, comme vous avez appelé, l'article de William Engdahl qui conclut, je le cite, et vous le citez, que la grande réinitialisation de Davos n'est qu'un plan actualisé d'une dictature dystopique mondiale sous le contrôle de l'ONU, dont l'élaboration remonte à plusieurs décennies. Donc le début de ce plan remonterait au rapport Midos, donc qui avait été commandité par le Club de Rome et des grands industriels, et qui concluait que notre modèle de société de croissance, halte à la croissance, n'était plus possible et allait nous mener à des désastres, à une fin énergétique, entre guillemets, et en tout cas à des désastres climatiques. Le courant écologiste s'est construit sur le rapport Midos et le risque permanent de la grande catastrophe. On touche là et c'est pas un problème du tout, hein, mais on touche là à un grand tabou qui secoue même ceux qui se disent opposés au système. Vous êtes d'accord? Oui. Vous... Oui, je suis d'accord. C'est un ferment de guerre civile que d'aborder cette question. Et ceci, de mon côté, est d'autant plus paradoxal que, vous le savez sans doute, en tant qu'éditeur aux éditions Xenia, j'étais l'éditeur mondial de Unabomber, qui est le premier écolo-terroriste. Donc Theodore Kaczynski, qui était l'ennemi public numéro 1 aux États-Unis, qui a assassiné des gens avec des lettres piégées, pour faire comprendre à son époque, à son pays, que la société industrielle, avec sa consommation démente d'énergie, avec sa consommation démente également de tissus humains, va dans un mur. Donc cet homme a commis des crimes pour se faire entendre. J'ai été le seul éditeur au monde, à un moment donné, qui a osé publier ses œuvres complètes, qu'il a d'ailleurs préparées depuis sa prison, puisqu'il purge une peine de, je crois, 800 ans de prison. Et donc, c'est un sujet, l'environnement, les limites de la croissance, qui pour moi depuis toujours été extrêmement présent dans ma réflexion. Je suis un lecteur de Jacques Ellul, je suis un lecteur de Thoreau, de tous ces gens qui ont pris un recul par rapport à la société industrielle et qui ont compris à quel point elle était nuisible. Mais, cela étant dit, il faut bien le dire que c'est un petit peu comme toutes les belles idées. Je veux dire, qui peut dire que l'utopie de Fourier ou de Proudhon, les grandes utopies sociales du XIXe siècle, soient mauvaises? Mais qui peut dire que leur exploitation au XXe siècle soit bonne? Vous prenez le souci de l'environnement, qui est logique, qui est naturel, parce qu'on sent très bien que nous sommes en train de nous enfermer dans des cages de béton et dans des cages de pollution. Et ensuite, vous détournez ce grand sujet pour en faire encore un outil d'esclavage, ou encore un outil de gouvernement par la tromperie, ou par la culpabilisation. Je veux dire, vous avez aujourd'hui cette situation paradoxale, et absurde de nouveau c'est du Magritte, c'est du Monty Python, cette situation où des gens se réunissent à coups de 400 jets privés
pour vous expliquer à vous qui n'avez qu'une pétrolette que vous êtes vraiment le coupable de tout ce qui arrive sur cette terre au climat. Et le nombre des jets privés qui se rassemblent dans ces réunions pour vous culpabiliser d'avoir une bagnole ne fait qu'augmenter. Et évidemment, le pourcentage de dioxyde de carbone dans l'atmosphère aussi n'a jamais baissé depuis qu'ils font ces réunions. Donc, on a une véritable mise en scène qui est assez cynique parce qu'au fond, elle est visible. Ça ne se cache pas. Quand donc, on voit le boss d'Amazon qui tient le crachoir, qui fait une conférence à une des COP, donc on peut imaginer, vous pouvez imaginer, vous avez aussi lu ce livre sur les conditions de travail chez Amazon, vous avez une société qui littéralement pratique l'esclavage, à l'échelle mondiale, qui pousse à la consommation et à la surconsommation, qui mobilise pour sa logistique des pétroliers, des cargos, des camions, qui est un des grands facteurs de pollution au monde, et qui vous explique à vous, qui n'avez rien, attention, vous voudriez vous calmer un peu, n'est-ce pas? Et c'est M. Bezos qui va vous le dire. Et quand je dis M. Bezos, le Washington Post dont il est le propriétaire, et toute cette galaxie de médias vont répéter ce message jusqu'à vous laver complètement, ou jusqu'à vous faire éclater le cerveau. Donc voilà comment ça fonctionne. Une petite parenthèse, le livre sur Amazon qui à l'époque était vendu, donc qui critiquait Amazon et qui était vendu sur Amazon. J'en avais fait un petit article. Oui. C'est la dystopie complète. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est la récupération par les maîtres du monde, Gates, Soros, Schwab, Bezos, d'une vérité scientifique afin de modeler ce monde à leur dessein et pour leur profit? Ça, c'est la grande question aussi. Ou est-ce que c'est la création d'une fable scientifique? Parce que c'est ça qu'on avait un peu l'impression dans l'article d'Engdahl aussi, que leur prospective par rapport, leur modèle qu'ils ont utilisé, dont Pierre Chaillot notamment, que j'ai interviewé, dit que c'est les mêmes qui ont été utilisés pour le Covid. Est-ce que derrière ça, il y a le climat, c'est une grosse fable scientifique qui récupère, ou est-ce qu'il y a, qu'ils inventent, ou est-ce qu'il y a une vérité scientifique par rapport au climat qu'ils récupèrent à leur profit? Alors, je prendrais ça par un autre bout. Il existe un impact de l'humain, je pense que personne ne le conteste, il existe un impact des activités humaines sur le climat. Maintenant, je pense que la part la plus visible de cet impact, c'est la circulation aérienne. Il y a énormément d'avions qui tournent autour de la Terre 24 heures sur 24, etc. Maintenant, si vous regardez un petit peu les motifs pour lesquels les gens voyagent, essayez d'imaginer ce que serait le trafic aérien si on supprimait tous les glandeurs universitaires qui vont de colloque en colloque. Supprimez les conférences internationales, les conférences des multinationales où les gens se déplacent pour 24 heures aller-retour. Supprimez les colloques universitaires qui s'occupent de l'environnement et d'améliorer toujours la situation de la planète, qui est, entre parenthèses, cette situation cocasse a fait l'objet d'un prodigieux roman de Kessler qui s'intitule Les Call Girls. Vous en parlez. Voilà, où il promène une équipe d'universitaires de colloque en colloque pour tour de la Terre. Donc, le fait de se pencher sur cette question, de thématiser cette question, ne fait qu'entraîner encore plus d'activités humaines susceptibles d'altérer le climat. C'est un peu comme vous écrivez un livre pour dénoncer les conditions de travail chez Amazon, et Amazon en fait un best-seller. Et se fait donc de l'argent. Donc il y a quelque chose de parfaitement absurde de nouveau, d'involutif dans tout ce que nous faisons. Pour revenir sur cette question de l'impact des activités humaines, il y a sans aucun doute un impact des activités humaines. Maintenant, si vous regardez en termes d'énergie, de quantité d'énergie dégagée, le poids de toutes nos activités par rapport simplement aux variations de l'activité solaire, lorsque vous regardez comment le climat de l'Europe et de la planète a évolué ces derniers siècles ou ces derniers millénaires, avant que se pose la question du dioxyde de carbone et de l'industrie,
eh ben, vous aurez beaucoup de peine à expliquer comment, au XIIIe ou au début XIVe siècle, dans les Alpes où je vis, donc en Suisse, et là où il y a aujourd'hui des glaciers, il y avait des pâturages. Il n'y avait pas d'industrie à ce moment-là. Qu'est-ce qui fait que ces variations de climat ont pu se produire? Qu'est-ce qui a fait que l'humanité et les autres espèces s'y sont adaptées et ont traversé tous ces hauts et ces bas? Et est-ce que ça aurait changé quelque chose si, au Moyen-Âge, au lieu de s'occuper de scolastique et des preuves de l'existence de Dieu, on s'était occupé de réguler le climat? Ça n'aurait rien changé, bien entendu. Et je ne pense pas que ça va changer grand-chose aujourd'hui. Il y a aussi un point important, vous le soulevez, il y a une forme d'accusation à différencier en fonction du statut social. Hein. Vous citez dans l'Antipresse 353, « Vivant immergé dans cet univers néo-puritain, dans sa mièvre et constante prédication, nous ne nous apercevons même plus du conditionnement qui nous impose. Mais le message qu'il instille par tous les pores, la liturgie subliminale se résume à ceci. Tu es un surplus et un poids mort pour l'environnement. Chacun de tes gestes crée un danger. Chacune de tes expirations pollue. Ton existence même est un péché contre Mère Nature et tu dois l'expier. » Évidemment, ce « tu », ils font exprès de l'indifférencier parce qu'on n'est pas le même pollueur quand on est un paysan burkinabé ou même un paysan français, s'il existe encore, qui ont des cultures non industrielles, qu'un chef d'entreprise ou une multinationale. Donc c'est cette manière de ne pas faire la distinction entre les êtres humains. C'est pour ça qu'on a parlé aussi, à un moment donné, plutôt de capitalocène plutôt qu'anthropocène. C'est aussi évidemment une volonté du pouvoir de tous nous culpabiliser et maintenant de nous dire vous devez passer à du 19 degrés chez vous, vous devez faire attention à vos déplacements, alors que les plus gros pollueurs sont ailleurs. Il y a un roman de science-fiction qui, à mon avis, crée une métaphore parfaite pour ce monde où nous sommes. D'abord, entre parenthèses, je profite de l'occasion pour dire que très souvent, je cherche des analogies ou des explications, non pas dans la pensée scientifique, mais dans la littérature ou dans la philosophie, parce que rien de ce que nous vivons n'est nouveau. Il ne se passe rien, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout a été dit et toutes les situations ont déjà existé. L'humanité a toujours essayé de se constituer en caste avec des maîtres et des esclaves. C'est comme ça. Simplement, on a eu une période où nous avons peut-être pu croire, où nous avons pu nous persuader que l'accès plus généralisé à la connaissance, aux connaissances, la modernisation, l'acquisition d'outils permettant de maîtriser la nature, nous aurait rendus tous souverains de la nature. Alors qu'en fait, nous assistons aujourd'hui à une grande revanche de la nature et des lois de la nature, c'est-à-dire ceux qui sont propriétaires des moyens de production, qui aujourd'hui ne sont plus les moyens de production de l'époque de Karl Marx. Les outils, les vrais outils de domination, c'est plus les forges et le capital industriel, c'est le capital informationnel. C'est ceux qui peuvent informer, c'est-à-dire façonner les consciences. C'est là que se trouve le capital. C'est pour ça que votre travail ou le nôtre est aussi important et aussi dérangeant. Essentiel. Voilà, essentiel. Alors, je reviens à ce roman. Yaroslav Melnik, qui est un auteur ukrainien, a publié un livre qui a été traduit en français, qui s'intitule « Espace lointain ». C'est une fable. C'est une fable du futur lointain, où vit une humanité qui a perdu le sens de la vue. Qui a dégénéré, qui a perdu le sens de la vue, et donc les gens vivent littéralement comme des termites ou des fourmis aveugles, dans des cités qui sont malgré tout hyper modernes, et où on s'oriente avec des sonars, avec du bruit, avec des sons. Et qu'est-ce qui se passe lorsque quelqu'un, par un accident génétique, recouvre la vue ? C'est un peu le mythe de la caverne, comme ça. C'est le mythe de la caverne de Platon. Ouais. Qu'est-ce qui se passe lorsque quelqu'un recouvre la vue et qu'il voit que, ah mon Dieu, mais je ne suis pas le seul à avoir la vue. Il y a encore d'autres gens qui ont la vue. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne le disent pas que la vue existe ? Donc on a un peu on a même tout à fait une parfaite analogie de cette situation où vous avez des gens qui, de manière totalement autoproclamée, et parce qu'ils pensent que certains avantages matériels, financiers
leur donne aussi une sorte de supériorité ontologique ou spirituelle sur l'humanité, se donne le droit de superviser le troupeau, de guider le troupeau. Et le troupeau, évidemment, quand on a un troupeau de moutons, on a une Jeep pour pouvoir faire le tour, et on a des chiens de garde. Le troupeau, lui, il marche sur ses quatre pattes. Et donc, il est important qu'eux, ils aient toujours leur Jeep, leur véhicule, et il est important que personne dans le troupeau ne sorte du lot et ne se mette, par exemple, à courir ou à lui-même emprunter des véhicules. Donc, il faut constamment persuader le troupeau qu'il n'est qu'un troupeau, et une des manières, comme on le sait, de désarmer les gens, de les dépersonnaliser, c'est de les entretenir dans un sentiment de culpabilité permanente. Alors ça va être l'environnement, ça va être « Ah, vous n'avez rien fait pour l'Ukraine, ah, vous n'avez rien fait pour ceci, vous n'avez rien fait pour le tiers-monde », c'était à l'époque, maintenant c'est une thématique qu'on a un petit peu oubliée, mais il y a toujours une thématique de culpabilisation qui va revenir. Mmh. Donc climat et Covid, un peu la même chose, ils accentuent ou créent un événement pour susciter un contexte. Vous disiez dans l'Antipresse 362 par rapport au GIEC, à l'instar des task force et des groupes d'experts sur le Covid, le GIEC n'avait pas pour but de rendre un compte fidèle de l'interaction entre l'homme et son atmosphère, mais de sonner l'alarme et attirer des flux financiers. Nous avons tout intérêt à provoquer la panique pour que de l'argent soit investi dans les sciences du climat, admettra candidement le professeur John Christie, auteur responsable du GIEC. Ou comme l'a cyniquement résumé un autre pont du GIEC et du MIT, Richard Lindzen, la chose à ne surtout jamais dire, c'est peut-être qu'il n'y a pas de problème. J'ajouterais, ou peut-être que le problème est ailleurs. Oui, d'abord oui, il y a beaucoup de problèmes qui sont ailleurs, mais c'est une caractéristique de l'époque où nous sommes que de monter en épingle, de mettre en évidence des problèmes qui fondamentalement sont marginaux. C'est cette construction d'un hologramme à côté de votre maison qui vous distrait. Ah bah tiens, elle est très jolie cette maison, mais simplement c'est un hologramme. Tandis que votre vraie maison, elle a le toit qui fuit et les murs qui se lézardent. Parce que personne ne s'en occupe. Quand j'étais... c'est quelque chose qui a pris beaucoup comment dirais-je, d'élan et d'importance ces dernières années. Quand je suis entré, moi, dans la vie adulte, quels étaient les problèmes dont on nous parlait? C'était déjà anxiogène, mais les problèmes étaient du genre le marché du travail. Qu'est-ce que vous allez faire, vous les jeunes? C'est intéressant, mais la génération de mes enfants, personne ne leur parle de ça. Je veux dire, que vous trouviez du travail, que vous passiez les 20 premières années de votre vie d'adulte à faire des petits boulots de serveuse ou dans la livraison Amazon ou n'importe quoi, ça, tout le monde s'en fout. Et puis, il va y avoir, j'imagine, il y a aussi des filières qui sont des filières plus ou moins tacites. Si vous venez d'une bonne famille, d'un bon milieu, on va vous mettre dans la bonne école, dans la bonne filière, et on va vous caser comme on case les enfants de Madame von der Leyen ou d'autres. Donc, cette thématique qui était éminemment démocratique, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous allez faire pour avoir un travail, quel est le bon apprentissage, ou quelles sont les bonnes études pour que vous puissiez fonder une famille, que vous puissiez être plus ou moins souverain sur votre territoire, ce n'est plus une thématique. La crainte du chômage, par exemple, qui est un vrai problème de la société d'aujourd'hui, n'est plus thématisée, parce qu'on a d'autres sujets. Je veux dire, on va vous parler de sujets sur lesquels vous n'avez aucun impact, alors que des sujets sur lesquels vous pourriez agir, ou sur lesquels la société ou les autorités pourraient agir, ne sont même plus évoqués. Oui, mais société qui ne veut pas qu'on agisse, évidemment, sur les sujets qu'elle n'évoque pas. Donc, en fait, ce n'est pas l'homme qui a un problème, c'est le système qui fait ce qu'il est. Parce que vous-même, vous exprimez cette gabegie, ce face destructeur et la nécessité de revenir à la simplicité, donc cette critique de la société industrielle. Dans un antipresse récent, 354, cet hiver, nous allons rencontrer à nouveau Madame Parcimonie. Nous l'avons vite oubliée, celle-là, alors que nous avons vécu en sa compagnie depuis la nuit des temps. Elle n'est pas une invitée d'occasion, elle est notre intendante éternelle, un peu hâtivement mise à la porte par une fraction de l'humanité qui, une fraction de siècle, a pu se permettre de vivre dans le gâchis permanent.
Voilà, c'est un discours totalement critique industriel, je veux dire, décroissant et un retour à la simplicité volontaire, hein, comme en parlait Ellul et d'autres. Je rassure ceux qui pourraient croire que, que vous êtes climato-sceptique, parce que c'est aussi un terme qu'on utilise pour arrêter le débat. Donc on y reviendra plus tard, mais c'est aussi dire, remettre en question le rapport Meadows, le Club de Rome et des choses comme ça. C'est aussi quelque chose d'interdit, même chez ceux qui se disent ouverts. Mais vous terminez cette citation dans l'Antipresse 354 en parlant du fait que, voilà, on l'a déjà, vous l'avez déjà dit, mais que c'est aussi peut-être ce retour à Madame Parcimonie n'est qu'un leurre et que c'est de nouveau un exercice d'ingénierie sociale, en fin de compte. Oui, je pense que vous êtes très, très attentif comme lecteur de l'Antipresse. Vous vous en souvenez mieux que moi. Moi, j'oublie ce que j'ai écrit au fur et à mesure. Moi aussi. Oui, on oublie toujours ce qu'on a fait soi-même. Mais je pense que ces quelques lignes ironiques à propos de Madame Parcimonie me sont venues lorsque j'ai découvert les propositions d'économie d'énergie que nous ont faites nos autorités en Suisse, qui sont parfaitement ridicules, grotesques, mais totalement grotesques, du genre montez la température de votre frigo de 4 à 6 degrés, s'il vous plaît. Bon, d'accord. Et si les aliments commencent à pourrir, parce qu'ils sont prévus pour être à 4 degrés, est-ce que ça entre dans les mesures? Bon, bref. Ensuite, c'était notre ministre de l'énergie, parce qu'il y a l'absurdité se vaut un peu partout. Hein. Elle est contagieuse aussi. Elle est contagieuse. Notre ministre d'énergie, madame, je ne sais plus quoi, nous avait expliqué il y a quelques semaines qu'il fallait prendre les douches à deux. Ah oui, j'avais lu ça. C'est incroyable. Alors la question évidemment qui s'impose, c'est avec qui? Est-ce qu'il est permis de prendre la douche avec grand-maman? Ouais. Est-ce que les parents et les enfants doivent prendre... Enfin, vous voyez, dans le dernier train de propositions qu'on nous fait, il y avait donc monté la température du frigo, baisser la température des appartements, mais ça va de soi. Et puis il y avait quelque chose d'encore plus absurde, alors que, je veux dire, ce même pays, la Suisse, avait déjà connu une période de grande parcimonie, qui était la période de 40 à 45, de 40 à 41, enfin 39-45, pardon. Donc, lorsque la Suisse a dû défendre sa neutralité au milieu de l'Europe occupée par l'Allemagne, eh bien, elle a adopté un plan d'autarcie qui s'appelait le plan Wallen, du nom du fonctionnaire fédéral qui était chargé de le mettre en place, et qui a prévu, ben voilà, maintenant on va raser on va retourner, on va labourer tous les beaux gazons, tous les beaux golfs de la Suisse touristique, toutes les belles pelouses des propriétés, puis on va y planter des pommes de terre. Ce qui paraît tout à fait logique. Oui. Mais à l'époque, c'était une mesure qui était égalitaire, c'est-à-dire tout le monde devait s'y plier, et on savait exactement pourquoi, et on savait exactement quel impact elle aurait. Parce qu'on savait très bien que si vous avez, pour un ménage, j'imagine, 20 mètres carrés de pommes de terre, ça vous nourrit. Bon, ben voilà, vous allez sacrifier votre pelouse. Il y avait une espèce de causalité évidente. Mais la causalité entre les 6 degrés du frigo et des économies d'énergie significatives n'existe pas. Ce sont juste des intrusions dans votre comportement et dans votre vie privée. Parce que, dans un premier temps, on vous propose, et puis après, d'ailleurs, ça fait partie des mesures aussi qu'on a annoncées, on va venir vérifier si vous les avez mises en place. Mais on n'a pas dit, par exemple, on n'a pas commencé, par exemple, en disant, bon, toutes les administrations du pays vont baisser de 3 degrés la température des bureaux, et ensuite, on va faire pression sur la population. Ça, on ne l'a pas fait. Donc, on voit très bien que le conditionnement comportemental de la population passe avant les mesures concrètes. Et je ne vous parle pas des mesures d'économie d'énergie réelles qu'on pourrait faire. C'est de l'infantilisation totalitaire, en fait. Ben oui. Parce que, est-ce qu'ils proposent en Suisse d'éteindre je suppose que vous en avez aussi, hein, ce qu'on appelle ici en Belgique des sucettes, les panneaux lumineux publicitaires qui consomment, je ne sais pas, comme au moins 1 ou 2 ménages qui consomment énormément. Est-ce qu'ils proposent des solutions parce que c'est toujours la même chose. Ils touchent
il touche à une certaine liberté individuelle, mais il y a les intouchables, tout ce qui est lié à la société industrielle, la publicité, les transports inutiles, comme on parlait. Et les gens ne se rendent pas compte de ça, on dirait. Ou bien s'en rendent compte, mais on n'est pas au courant qu'ils s'en rendent compte. Bon, vous savez, d'abord, on a rien. Je n'ai pas entendu parler de réduction, par exemple, de limitation de la publicité visuelle électrique ou électronique. Ça, j'ai pas vu. Mais en revanche, quand je suis arrivé hier à l'aéroport de Bruxelles, j'ai vu un magnifique panneau lumineux en LED qui devait faire 6 ou 7 mètres de long, qui était une publicité pour Bruxelles, ville centre de l'OTAN, n'est-ce pas? Et je me suis dit, tiens, là, il y a pas de... On n'a pas remplacé ce LED par une simple affiche imprimée. Donc là, Ouais. l'électricité, elle doit encore... il faut en consommer pour ça. De la même manière, en Suisse aujourd'hui, puisque nous parlons de la Suisse, on vous dit baissez votre frigo. Il y a encore, j'ai oublié, mais il y avait encore une mesure qui était vraiment cocasse, très très drôle. J'ai oublié laquelle. Mais en revanche, sur les pentes qui ne sont pas encore enneigées, les canons à neige tournent à fond parce qu'il faut assurer la saison touristique. Qui consomme Et les canons à neige, ça consomme une énergie folle. Personne n'a dit, bon, ben, cet hiver, soit on va skier parce qu'il y aura de la neige, soit s'il n'y a pas de neige, eh ben, on va s'inventer d'autres distractions. On va aller par exemple se promener. Ça coûte rien de faire de la marche à pied, puis c'est très bon pour vous. Non, les canons à neige tournent, mais vous devez monter la température de votre frigo. Ouais, c'est incroyable. Quid de la responsabilité individuelle? Alors, est-ce que la première responsabilité individuelle, c'est en fin de compte, pas de monter le frigo de 4 à 6, mais peut-être de réaliser dans quel système on est et de se battre d'abord contre la société industrielle? Alors, vous savez, dans mon cas personnel, euh, spontanément, j'ai vécu à plusieurs périodes de ma vie dans des conditions qui étaient assez rudes, assez austères. Notamment à l'époque de mes études, je vivais dans une cabane, une grange, où on ne pouvait se chauffer qu'avec du bois. Et comme je n'avais pas de moyens, je ramassais le bois autour de moi dans la forêt. Si on avait mis en place, par exemple, dans cette région qui est très boisée, une incitation aux gens à ramasser leur propre bois pour se chauffer, on aurait fait d'énormes économies de chauffage parce qu'il y a beaucoup de bois mort. On aurait réglé le problème de la mort des forêts à cause du bois mort parce que personne ne s'en occupe. Autrefois, les gens allaient ramasser le bois. Ils se chauffaient. Aujourd'hui, le bois mort encombre les forêts, surtout quand vous avez des ouragans qui passent. Et j'ai toujours essayé, dans la mesure du possible, de prendre en considération l'environnement réel dans lequel je vis et mon interaction avec lui. Mon interaction, pas l'interaction de l'humanité ou de la société, mais mon interaction avec lui. À un moment donné, j'ai pris l'habitude de prendre, par exemple, des douches froides. Alors, je me douche à l'eau froide tous les matins. Aujourd'hui, j'ai découvert à Bruxelles que dans mon hôtel, il n'y avait pas d'eau chaude. Probablement que c'est une mesure d'économie d'énergie. Alors, du coup, ça ne m'a pas dérangé puisque je suis quelqu'un qui se douche à l'eau froide. Ça fait une nuisance ou un problème ou un inconfort de vie en moins. Mais c'est ma décision, c'est ma vie. Et ça fait partie de ma prise de conscience du fait qu'avec 8 milliards de gros consommateurs, la Terre va plus souffrir qu'avec 8 milliards de gens qui se limitent eux-mêmes, mais qui se limitent eux-mêmes, pas qui sont limités par des autorités. Parce que si vous arrivez à une situation où vous allez suivre aveuglément des consignes absurdes des autorités, ça ne va pas résoudre le problème, à mon avis, de la planète, et ça va simplement faire régresser l'humanité à des stades grégaires, c'est tout. Ouais, en plus, comme on dit, se limiter dans une société industrielle, si c'est pour réduire les douches et continuer à surconsommer chez Amazon, ça n'a totalement pas de sens. Par exemple. Allons sur l'Ukraine. Oh, mon Dieu. Il demeure un fait qui semble peu étonner les gens, c'est la quasi-synchronicité entre la fin, entre guillemets, la fin du narratif Covid et le début de la guerre en Ukraine. Oui. Ça se suit quasiment, ça se superpose. Oui, mais alors il faudrait peut-être être prudent avec la causalité, parce que C'est peut-être du hasard. non, je dirais ceci, ça peut être du hasard, ça peut être aussi
le fait que l'irruption de ce gros sujet, l'éclatement de cette guerre en Ukraine, a simplement ouvert un front dans l'information, un front également qui est un front financier, logistique, militaire, diplomatique, qui est beaucoup trop important pour qu'on puisse maintenir l'autre ouvert. On ne peut pas se battre sur tous les fronts. Ce qui exprimerait aussi que l'autre n'était pas si important que ça et qu'il était nourri par le narratif médiatique. Oui, c'est-à-dire que c'est ce que j'ai souvent dit. Il est inspiré par l'autre. C'est ce que j'ai souvent dit, soit dans mes briefings, soit dans l'antipresse. Le problème j'ai l'impression que les administrateurs de notre société ont dû se dire que le Covid les a beaucoup déçus. Parce qu'en fait, pour se débarrasser de la psychose du Covid, il suffisait de couper sa télévision. Et vous vous retrouviez face à une grippe. Nous avons tous attrapé le Covid. Enfin, personnellement, vous savez, l'antipresse est un hebdomadaire qui paraît toutes les semaines. La semaine où j'ai eu le Covid, l'antipresse est paru comme toutes les autres semaines. Donc, si vous enleviez tout ce brouhaha anxiogène des médias, vous vous retrouviez face exactement à votre grippe saisonnière ou peut-être à une saison un peu plus dramatique que les autres. Mais si on avait fait le même tapage autour des problèmes cardiovasculaires, je pense que nous aurions tous, la population aurait spontanément cessé complètement de manger les saucisses. Mais on n'a jamais fait de tapage sur les problèmes cardiovasculaires qui tuent beaucoup plus de gens que cette pandémie. Donc, effectivement, et puis la fin des mesures, et des pays ont abandonné du jour au lendemain toutes les mesures, comme si tout simplement le cirque avait quitté la ville. Le cirque chez vous c'est Bouglione, il vient dans la ville, il monte son chapiteau, il vous fascine, le spectacle se développe, et puis le lendemain matin, tout a disparu. Comme si de rien n'était. Comme si de rien n'était. Et dans beaucoup de cas, il y a des pays comme la France où on en est encore à refuser de réintégrer les personnels qui ont été suspendus, alors qu'on a besoin de ces personnels. Vous avez un pays comme la Chine où les confinements sont encore en place, avec plus ou moins de sévérité, mais dans l'ensemble, ça s'est dissipé comme si rien ne s'était produit. Et ce qui est encore plus fascinant, c'est que les gens se sont remis à se comporter comme si rien ne s'était passé, comme si 6 mois plus tôt ou 3 mois plus tôt, ils n'étaient pas en train de dénoncer leurs propres voisins parce qu'ils se réunissaient à plus que 5 dans un appartement, parce qu'ils ne voulaient pas se faire résiner. Comme si, dans mon propre pays, la Suisse, moi, je n'avais pas été interdit de café. N'ayant pas le pass nasitaire, comme on dit, je ne pouvais même plus aller prendre un café dans un restaurant à un moment donné. Et quand je me suis rendu compte de ça, alors que je vous ai dit au début de cette conversation qu'à partir du 15 mars 2020, j'avais décidé que rien ne devait me surprendre, mais quand même, quand ils ont introduit ça, c'était quand même fort de café. C'est violent. Comment ? C'est violent. C'est très violent. Surtout dans un pays comme la Suisse, qui est convivial, qui est un pays plein de bonhomie, qui est très accueillant, qui est raisonnable. Vous êtes dans ce pays raisonnable, je me souviens parfaitement de cette prise de conscience. J'avais fait une course en montagne. J'ai fait une course en montagne, et comme d'habitude, au terme d'une course en montagne, j'aimais beaucoup, toujours, m'arrêter dans un de ces petits hôtels avec plein de géraniums devant, dans les montagnes suisses, et puis prendre soit un café, soit un chocolat chaud, soit une fondue, en fin d'après-midi, et j'arrive devant cet hôtel, quelque part dans les Alpes bernoises, et je me rends compte que je ne peux pas entrer. Des gens entrent, mais moi je ne peux pas, parce qu'il faut montrer patte blanche. Et j'avais refusé complètement ce système. Et je me dis, mais c'est extraordinaire. C'est comme ça qu'on a introduit en Allemagne une nouvelle normalité,
progressivement, mais vite, progressivement, mais rapidement, on a transformé des gens qui étaient les Allemands de la République de Weimar, donc des gens complètement agnostiques, viveurs, jouisseurs, ou égoïstes, ou socialistes, ou utopistes, on les a transformés en petits soldats. Si en 1933, au moment où les Allemands élus le chancelier Hitler, si on leur avait dit, vous savez ce que vous serez en 1940 et en 1941, mais vous aurez tapé sur l'épaule et vous aurez payé une bière en disant, mais tu délires mon vieux, t'es un complotiste. Ouais. Vous voyez? Mais ils étaient quand même prêts, et maintenant aussi. Ah ben ils étaient prêts. Vous l'avez souvent dit dans l'antipresse, on en a beaucoup parlé aussi, les gens n'auraient jamais acquiescé, accepté ce totalitarisme si on ne les avait pas préparés oui. Dans leur conscience, dans leur inconscience plutôt. Oui. Mais vous savez, j'ai beaucoup réfléchi pendant ces périodes dystopiques. Donc, pour moi, je reviens là-dessus. Le 15 mars 2020, je sors me promener dans les rues, qui sont désertes, parce qu'on nous a tous bouclés. Je sors me promener dans les rues, je vois des affiches dans ma petite ville en Suisse, de concerts qui doivent avoir lieu, qui devaient avoir lieu et qui vont être annulés, d'expositions qui doivent s'ouvrir. C'est une région avec une vie culturelle très très riche, une grosse offre, des musées, des machins, des affiches partout. Et je me dis, c'est pas possible. Nous sommes entrés maintenant, moi, mes contemporains, nous sommes entrés sur une voie de garage. Comment on dévie un train sur une voie de perdition, comme dans Runaway Train, le film de Konchalovsky, un train qui n'a plus de frein, qui court à la perte, on l'a envoyé sur une voie secondaire, et puis tant pis ce qui lui arrive. Mais l'histoire non dystopique, l'histoire naturelle, normale de l'humanité, se poursuit aussi dans un autre monde, qui n'est plus le nôtre, mais c'est dans ce monde-là, ces expositions vont avoir lieu, ces concerts vont avoir lieu, tout va se passer normalement. Et je me suis dit, n'oublions pas que ce dans quoi nous nous sommes engagés, c'est la voie de perdition, c'est la voie où le train va éclater. Et chaque jour, chaque matin où je me réveille, je dois faire en sorte que ma vie se poursuive dans l'autre monde, là où les concerts ont lieu, où les gens se rassemblent et se parlent. Et donc j'ai continué de vivre à tout moment, selon la loi du monde où les gens se parlent, se rassemblent et ne montrent pas des Ausweis, des pattes blanches pour aller simplement prendre un café. À partir du moment où on a dit vous allez devoir montrer pattes blanches, j'ai dit non, j'irai prendre le café chez mes amis. Et j'ai pensé souvent, pour revenir à ce sujet, j'ai souvent pensé, et je me suis souvent dit, est-ce que ces mesures auraient fonctionné avec mes grands-parents? Est-ce qu'ils auraient fonctionné avec des gens de l'époque, des gens que j'ai connus en tant qu'éditeur ou traducteur à l'époque, comme Alexandre Zinoviev, comme, je ne sais pas moi, le général gallois, comme Vladimir Volkov, comme Georges Haldas, l'écrivain suisse, comme Dürrenmatt? Non. Ces gens auraient dit, mais vous foutez de nous. Mais qui êtes-vous pour nous dire ce que nous avons à faire? Vous êtes complètement dingue. Et tout d'un coup, vous arrivez aujourd'hui, ah oui, mais le gouvernement nous le dit. Même en 2008, avec H1N1, ça n'a pas pris. Ben voilà. Le rapport du Sénat était fantastique, mais il n'était lu que par les patrons des multinationales, genre Pfizer, qui se sont dit, on ne peut plus, parce qu'il était d'une limpidité et d'une lucidité, on ne peut plus refaire les mêmes erreurs. Mais ça n'a pas pris en 2007-2008. Malgré que Bachelot disait, il va y avoir des centaines de milliers de morts. Mais vous voyez, à ce propos, j'ai publié en tant qu'éditeur aux éditions Xenia un livre qui s'intitulait H1N1, la pandémie de la peur, à l'époque. Est-ce que c'était pas 2009 ou 2011? Vous avez dit 2007 ou 2008? Oui, c'est possible. Il me semble que c'était plutôt 2009 ou 2011, une année impaire. Voilà. Et cette année-là, j'avais repéré le blog d'un chercheur en pharmacie qui s'appelait Bernard Duguay, dès avril, qui disait « Attention, il y a quelque chose de très bizarre avec l'irruption de cette pandémie qui avait commencé au Mexique. » Et je lisais, puis je lui ai écrit, j'ai dit « Monsieur Duguay, est-ce que vous ne pensez pas qu'avec tout ce que vous aurez écrit d'ici là, on pourrait faire un livre à la rentrée ?» Et puis il a dit « Bon, d'accord. » On a fait un pari sur l'idée que les soupçons de Bernard Duguay seraient justifiés à la rentrée. Et à la rentrée,
il était clair que c'était une pandémie médiatique, que c'était une fausse alerte, qu'il n'y aurait pas de millions de morts et que tous ces vaccins seraient jetés. J'ai regardé dans les bases de données de l'édition française le sujet H1N1 pour voir qui d'autre que nous publiait un livre. Il y avait 37 ou 38 titres consacrés à ce sujet. Un seul, le nôtre, disait que c'est une fausse alerte. Tous les autres, c'était comment vous protéger, qu'est-ce qui va nous arriver, etc. Donc tout le monde avait parié. C'est comme à la bourse. Nous avons fait on a shorté, on a parié sur la baisse du titre. Et on a, en quelque sorte, on a gagné des millions parce que tous les autres avaient parié sur la montée du titre, qui n'a pas monté. Et ils se sont tous fourvoyés. Et nous, on avait fait du short. On a shorté le H1N1. On a dit non, il y aura pas, ça va pas marcher. Et ça n'a pas marché. Mais on était seuls. Et je me suis dit, mais c'est impossible que nous soyons seuls à voir ce qui crève les yeux. Mmh. Alors, on a le luxe, nous, de se protéger et d'autres de la dystopie covidienne. On a eu le luxe d'aller faire la fête chez d'autres, de continuer à voir des gens. Je pense à la guerre en Ukraine, je pense à toutes les interviews qu'on a faites avec Erwan Castel, où on se rend compte, et c'est pour ça qu'on a passé la chanson de Crown, qui montre que pendant la Première Guerre, c'était un carnage diligenté en quelque sorte par les bourgeois, par les industriels. Vous disiez donc voilà, pour dire qu'il y a des centaines, des dizaines, des centaines de milliers de personnes qui sont en train de mourir pour rien, on va y revenir, parce qu'on sait que depuis au moins 2014, Vladimir Poutine tentait de trouver des accords avec l'Europe, mais qu'ils ont refusé, ils se sont moqués de lui, et que maintenant on en est où on en est, c'est-à-dire, Erwan Castel nous dit encore que les Ukrainiens qui mouraient chaque jour en combat, c'était énorme, les Russes aussi, mais quand même en moins. Vous disiez pour les 10 ans de Kéros, vous avez participé à un débat sur l'Ukraine, c'est une guerre qu'on ne peut gagner. Oui. Réexpliquez-nous un peu. Qu'on ne peut, d'abord... Et quelle différence avec d'autres guerres? Alors d'abord, d'une manière générale, les guerres modernes sont des guerres que personne ne peut gagner. Ce sont des guerres qui détruisent tout. On ne peut pas dire que quelqu'un... Évidemment, l'URSS a gagné contre Hitler, mais au prix de 27 millions de morts, n'est-ce pas? Donc, ces guerres sont de toute façon d'abord, ce sont des carnages humains, ce sont des cataclysmes au sens environnemental, et ce sont des cataclysmes au sens civilisationnel parce qu'elles amènent à des formes elles sont causées, mais elles engendrent aussi des formes de gouvernance, des formes d'organisation sociale qui sont régressives, qui sont autoritaires, qui sont simplistes, qui sont policières, etc. Qui sont de plus en plus des sociétés de surveillance. Mais enfin, bon, bref. Mais en l'occurrence, je pense que cette citation que vous me rappelez, quand on dit « on ne peut gagner », c'est l'Occident. L'Occident ne pouvait pas, c'est évident, et depuis le début, gagner cette guerre, pour une raison qui est très simple. C'est que l'Ukraine n'est pas un enjeu vital pour l'Occident, et elle est un enjeu vital pour la Russie. La Russie ne peut pas se permettre, elle, de perdre cette guerre. Pour des raisons qu'on peut détailler en long et en large. Ouais, historiques aussi. Qui sont historiques, qui sont stratégiques, et qui sont très compréhensibles lorsqu'on voit l'évolution des rapports entre l'évolution d'abord de l'OTAN, de l'Alliance Atlantique, son déplacement vers l'Est, son extension vers l'Est, et les réactions de la Russie vis-à-vis de ce phénomène. On le sait aujourd'hui. Malgré les promesses qu'ils avaient faites à Gorbatchev. Alors on a dit que personne n'avait rien promis à Gorbatchev, c'est faux, il y a des témoignages, il y a des documents qui disent qu'effectivement il y avait bien un accord qui était verbal, mais enfin qui était noté, qui était protocolé. Vous retirez vos armées d'Allemagne de l'Est et des pays de l'Est, et nous on vous promet qu'on ne va pas occuper ces territoires. Et Gorbatchev a dit d'accord, ça m'arrange, mon pays est de toute façon en faillite, je ne peux pas entretenir autant de militaires, je me retire, c'est très bien, mais alors vous restez là. Oui, parfaitement. Ça aurait été très bien, ça faisait une zone tampon, il n'y avait pas de problème. Lorsque l'URSS, en réaction par ailleurs à l'extension à l'implantation de bases de missiles américains du côté de la Turquie,
Lorsque l'URSS a créé des bases de missiles balistiques à Cuba, ça a failli provoquer la Troisième Guerre mondiale. Et cette crise a été désamorcée avec de gros efforts et avec une grande habileté diplomatique des deux côtés, avec des négociations, des discussions directes entre Kennedy et Khrushchev en 1962, donc avec la crise des missiles de Cuba. Pourquoi cette crise? Parce que les États-Unis ne pouvaient pas permettre, étant une grande puissance nucléaire, ne pouvaient pas permettre que leur adversaire potentiel puisse avoir des missiles balistiques qui pourraient atteindre en quelques minutes seulement, non pas la Floride, mais New York et des centres névralgiques du pays. De la même manière, la Russie a prévenu qu'elle ne pouvait pas permettre l'extension de l'OTAN au-delà d'une certaine limite à cause des lois qui sont des lois objectives de la dissuasion nucléaire. C'est la même logique? C'est logique. La dissuasion nucléaire, c'est de la science exacte. C'est-à-dire, si l'adversaire est à 5 minutes de missile de votre capitale, vous devez être à 5 minutes de missile de sa capitale. Donc vous devez en fait augmenter le risque de conflagration, ou alors vous devez faire respecter des zones tampons. Je rappelle donc que cette guerre a été déclenchée après que, en décembre, Poutine ait écrit à l'OTAN et aux États-Unis en demandant des garanties formelles de sécurité pour la Russie. Vous savez très bien que l'OTAN et les États-Unis se sont moqués littéralement de cette lettre, qui était un ultimatum. Ensuite, en février, on le sait, M. Zelensky a exprimé publiquement ce que probablement certains lui ont soufflé, le souhait de l'Ukraine de s'équiper de l'arme nucléaire. Pour la Russie, c'était la ligne rouge. Donc on a eu cette guerre, fin février, qui a été déclenchée. Et depuis le début, il était clair que si la Russie entrait dans cette guerre, elle ne pouvait pas la perdre. Elle ne pouvait pas se le permettre. En plus, c'est son voisinage immédiat. Et en plus, on le sait très bien, elle a des capacités industrielles en termes d'industrie militaire et des capacités de mobilisation qui sont de loin supérieures à tout ce que l'OTAN peut produire. Donc, l'issue de la guerre était claire dès le 24 février. La seule question, c'est est-ce que ça allait se faire vite et avec peu de pertes humaines, ou est-ce que ça allait se faire lentement et avec la dévastation de tout le pays? Mais l'issue, elle est claire, et aujourd'hui, elle est tout à fait Oui. évidente. Vous disiez dans l'Antipresse 353, les patrons de l'OTAN savent depuis des mois que la forteresse Ukraine est perdue, et avec elle tout espoir de contrôler la mer Noire. Et dans l'Antipresse 360, vous répondiez, au fait, la guerre d'Ukraine, pourquoi ça continue? Moi, je pense évidemment que c'est ça. La guerre d'Ukraine est peut-être la plus formidable Noria pour le transfert d'argent public en main privée qui n'a jamais été mise en place. Hein. On sait que les anciens satellites de l'URSS sont en train de remplacer leur arsenal militaire par ce que leur fournit les États-Unis. Et donc, les États-Unis, de nouveau, se font énormément de pognon. Donc voilà, on est de nouveau en train de sacrifier des peuples, un pays, parce que l'Ukraine, ça va être un champ de ruines après. Oui. On est en train de sacrifier un pays et des jeunes gens pour la richesse de quelques industriels et de quelques puissants. Hein. Ça aurait pu être évité. Ça aurait pu être évité, et même à partir du moment où la guerre a été déclenchée, donc à partir du 24 février, ça aurait pu être limité. C'était le sens d'ailleurs, je pense, de l'opération russe, qui s'est faite avec très peu d'hommes, on le sait, avec 100 000 hommes environ, qui a été fulgurante, c'est-à-dire qu'ils ont grosso modo assiégé Kiev pour contraindre Kiev à des négociations. Et il y a eu des pourparlers de paix. On était sur le point de signer. Ça a été mené avec l'intermédiaire, avec les bons offices de la Turquie. On était sur le point de signer et on sait très bien que des gens sont venus, nommément Boris Johnson est venu pour dire à Zelensky, vous ne signez rien, il n'est pas question, c'est nous qui décidons que vous allez continuer la guerre. Parce que ça nous arrange, parce que nous espérons ainsi affaiblir la Russie, parce que nous espérons provoquer une révolution de cour ou une révolution colorée à Moscou lorsqu'ils auront perdu cette guerre, parce qu'ils s'illusionnaient sur l'issue. Et puis, de toute façon, ça nous permettra justement de faire tourner notre industrie. Et donc, on a interdit à Zelensky de signer. À partir du moment où les Russes ont compris qu'ils avaient en face d'eux non pas l'armée ukrainienne et le pouvoir politique ukrainien et les intérêts de l'Ukraine, mais les intérêts
de l'OTAN, et l'armement de l'OTAN, et les conseillers de l'OTAN, et le renseignement satellitaire et aérien de l'OTAN, eh ben, ils se sont réorganisés, ils se sont retirés, ils ont mobilisé, et ils ont changé complètement aujourd'hui leur stratégie, qui est passée de la stratégie offensive, d'assaut avec des moyens limités, à une stratégie défensive avec des très, très lourds moyens qui vont détruire toute armée. Et ils usent les Voilà. Ukrainiens aussi. Maintenant, ils n'usent plus les Ukrainiens, ils usent maintenant manifestement des mercenaires étrangers, puisqu'il n'y a plus beaucoup d'Ukrainiens à user. Ouais. Vous avez dit l'Occident ne comprendra jamais la stratégie russe. Non. Je voudrais revenir sur le discours de Poutine du 30 septembre, qui est historique. Vous dites que ce discours marque, dans l'Antipresse 358, une profonde rupture avec le monde occidental. Et c'est peut-être le point essentiel, au fait, de ce qui se passe. Et ce, à tous les niveaux, militaire, géopolitique, économique, culturel et civilisationnel. Mais ce qui, vous dites, en fait une pierre d'angle historique, c'est son aspect culturel et nouveau contour qu'il donne au conflit de civilisation en définissant clairement pour la première fois le système de valeurs russe. Et j'aimerais citer un passage que vous citez, puisque c'est des valeurs qu'on défend qui nous valent des insultes fréquentes d'une minorité de trolls malveillants. Donc je cite Vladimir Poutine: « Voulons-nous avoir ici, dans notre pays, en Russie, le parent numéro 1, le parent numéro 2 et le parent numéro 3 ? Ils ont complètement perdu la tête. Au lieu de la mère et du père, voulons-nous que nos écoles imposent à nos enfants, dès leurs premiers jours de cours, des perversions qui mènent à la dégradation et à l'extinction? Voulons-nous leur enfoncer dans le crâne l'idée que d'autres genres existent à côté des femmes et des hommes et leur proposer des opérations de changement de sexe? Est-ce cela que nous voulons pour notre pays et nos enfants ?» En fait, ce point est essentiel. Je veux dire, ça pourrait paraître un détail, mais ce qui se passe en Occident par rapport à tout ce qui est LGBTQIA+, et ce refus de la culture russe de tomber dans ce délire, ça marque quand même un point de rupture énorme, essentiel. Ben oui, c'est d'abord, la première chose dont il faut se rappeler, c'est que la Russie fait partie du monde occidental. La Russie est géographiquement l'Europe. Si l'Europe comprenait bien ses intérêts, elle saurait que grâce à la Russie, elle s'étend l'Europe jusqu'à Vladivostok, jusqu'à la Chine. Mais comme elle ne veut pas admettre la Russie dans sa cour et dans sa famille, eh ben, elle s'arrête à la Pologne. Mais la Russie, les Russes, ont une conscience d'être européens qui est très profonde. Je veux dire, ils ont toujours essayé de s'intégrer depuis Pierre le Grand, ils ont toujours essayé de s'intégrer à la civilisation européenne. Si Pierre le Grand a construit le port de Pétersbourg dans des marécages, c'est bien pour pouvoir s'intégrer au flux marchand et à la civilisation européenne. Sinon ça aurait été peut-être moins coûteux pour lui d'aller ouvrir des routes vers l'Asie. Mais pendant des siècles, la Russie a voulu s'intégrer à l'Europe. Aujourd'hui, ce que dit Poutine exprime l'opinion d'une vaste majorité des Russes, et pas seulement d'une vaste majorité des Russes, mais d'une vaste majorité de l'humanité, ce qu'il faut bien comprendre, parce que nous parlons d'ici du bassin atlantique, à partir du bassin atlantique, donc nous parlons de Bruxelles ou de New York ou de Londres ou de Paris, comme si nous étions la voix de l'humanité. Et nous ne sommes que 15% de l'humanité, numériquement. Et nous ne représentons plus cette espèce de critère ou de phare moral, philosophique, scientifique que nous étions à l'époque où nous étions des puissances coloniales. Ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, le reste du monde, je ne sais pas, vous allez en Égypte, vous allez en Inde, vous allez en Turquie justement, vous allez en Chine. J'ai fait beaucoup de voyages, même pendant le Covid, dans toutes ces régions qui ne sont pas dans la sphère occidentale. Et les gens vont vous dire la même chose. Mais est-ce qu'ils sont devenus fous? Est-ce qu'ils sont dingues? Qu'est-ce que c'est que parent 1 et parent 2? Mais est-ce que vous êtes complètement malade? Vous êtes tarés? C'est ça la réaction. Et Poutine dit, on ne veut pas avoir affaire à des tarés. J'ai cité dans un autre article une vidéo extrêmement intéressante, une réflexion extrêmement intéressante de ce psychologue canadien extrêmement clivant et controversé qui est Jordan Peterson,
qui est en tout cas pas un pro-poutinien, n'est-ce pas? C'est quelqu'un qui prend plutôt ses sources auprès des néo-conservateurs, qui dit tout le mal qu'il pense de Poutine, mais qui dit, mais attendez, il nous pose une question quand même très sérieuse. Est-ce que nous pouvons continuer d'être une société viable avec notre idéologie woke? Est-ce que c'est possible? Non, nous sommes en train de nous détruire nous-mêmes. Et ces gens-là ne veulent pas être pris dans le suicide. Ce qu'ils veulent faire, ils nous font un cordon sanitaire. C'est ce que dit littéralement Jordan Peterson. Ils font un cordon sanitaire autour de nous. Alors que nous sommes convaincus que c'est nous qui faisons des cordons sanitaires autour des méchants, des mauvais, des sociétés pourries. Non, ces sociétés sont en train, avec notamment le BRICS, de faire un cordon sanitaire autour de nous. Ils se protègent de nous, Voilà. en fait, Voilà. de notre délire. C'est ça. Et cette idéologie woke est hyper présente chez les jeunes d'une vingtaine d'années maintenant. Hein. Ben oui. On a eu l'occasion de le voir, nous, beaucoup. Mais un point commun, tous les thèmes qu'on vient d'aborder, la climat, Covid, Ukraine, indifférenciation sexuelle, c'est l'impossibilité du débat public. Oui. On peut pas parler de ça. Si on le remet en cause, on est traité de climato-sceptique, anti-vax, complotiste, pro-Poutine. On touche là à la question de la vérité. C'est aussi d'ailleurs, j'avais repris, l'antipresse n'est pas pour tout le monde. La vérité, elle se construit, hein, comme disait Orwell, mais c'est aussi une attitude. C'est pour ça que vous dites, elle est pour vous si vous voulez comprendre le pourquoi des choses. Vous aimez la confrontation des idées. Le débat, ça vient aussi étymologiquement de se battre. En tout cas, c'est quelque chose. On se heurte, mais on est vraiment dans une société. On peut plus là. On peut plus discuter de tout ça. On est tout de suite insulté. C'est le couperet. Oui. C'est un peu. C'est quand même dramatique. Oui, oui, surtout lorsque on a développé une image de soi et une idéologie qui est fondée sur le débat. Nous disons démocratique. La démocratie ne peut pas exister si le débat est bridé. Sur la place publique, on doit pouvoir librement affirmer, je ne sais pas, si on a envie d'affirmer des valeurs LGBT, qu'on les affirme, mais qu'on permette aux gens qui n'y croient pas et qui pensent qu'elles sont nuisibles de le dire en place publique. Mais ce n'est pas permis. Vous êtes pour une liberté d'expression totale? Et moi, je suis pour une liberté d'expression totale. Ouais. Et je ne conteste à personne le droit de me traiter de tout ce qu'on veut, mais qu'on entende aussi les arguments de l'autre partie. C'est quand même comme ça, malgré tout, que ces sociétés d'Europe de l'Ouest, à un moment donné, ont développé sont devenues des pépinières à idées, parce qu'elles ont permis, jusqu'à un certain degré, le débat. Vous lisez par exemple les chroniqueurs français des années 1900, Léon Daudet, qui a beaucoup écrit sur la vie parlementaire, ou Paul Claudel, qui a eu beaucoup de correspondance là-dessus. Vous voyez qu'on se traitait de noms d'oiseaux, qu'il y avait la gauche, il y avait la bourgeoisie, il y avait un véritable combat des idées. Il y avait un vrai combat des idées dans la première moitié du XXe siècle, et encore dans la deuxième moitié, ça a commencé à s'effilocher. Mais c'était ça qui faisait la spécificité et l'intérêt des formes de société que nous avions développées. C'était plus intéressant, au fond, que des monarchies absolues, héréditaires, avec des formes de société complètement ritualisées. C'était ce qui nous caractérisait. C'est qu'on a permis à l'individualité, à la conscience individuelle d'avoir sa place et d'être en quelque sorte protégé. À partir du moment où nous abandonnons cette spécificité qui était la nôtre, nous abandonnons tout. Nous ne sommes plus rien, nous ne sommes intéressants pour personne. D'ailleurs, c'est ce que me disent les Russes. Mais ils ne sont pas intéressants, ils sont prévisibles. Il n'y a pas à discuter. Ouais, c'est intéressant ce que vous faites entre démocratie et vérité, puisque je voulais introduire le concept de parésia, donc le fait de tout dire. Foucault avait écrit un livre là-dessus, et il dit sur la parésia, donc, qu'on pourrait définir comme franc-parler, dire vrai, courage de la vérité, liberté de parole. Alors il dit, cette définition de la parésia peut donner l'impression d'une notion recouvrant avant tout une caractérisation psychologique, alors qu'il revêt au fond, ce concept, une valeur politique centrale, permettant de réévoluer le rapport entre démocratie et vérité, une valeur éthique décisive pour problématiser la relation entre le sujet et la vérité, une valeur philosophique pour dessiner une généalogie de l'attitude critique.
Et il voit dans ce concept la question plus d'une certaine prise de parole, plus qu'une vertu, le courage de dire, d'oser dire. Et c'est là, on y revient en Occident, oui, ici, dans ces 15%, ça se perd complètement. Les gens ont peur. Oui. Les gens ont peur de dire, et on a l'impression que... Oui, et c'est peut-être l'aspect positif, c'est que peut-être les gens ont peur, mais voudraient dire, mais ne peuvent plus dire. On ne peut plus dire. Alors, vous savez, il y a des... Il y a quand même des lois du comportement. Les comportementalistes, l'école comportementaliste, je pense à Erickson en particulier, ont très bien déterminé une chose, qui est que si vous faites semblant, si vous adoptez un comportement, par exemple, de complaisance ou d'obéissance, vous devenez réellement obéissant à la longue. Votre comportement finit par informer, par façonner votre nature en quelque sorte. Vous allez finir par l'étouffer parce que comportementalement, vous allez agir contre vos impulsions. Je connais des tas de gens. J'ai toujours eu cette interaction avec beaucoup de gens, quand j'étais éditeur de livres malcommodes, maintenant que nous sommes dans l'antipresse, qui me disaient, oui, qui sont, je sais pas, qui sont fonctionnaires, ou qui sont dans le business, ou qui sont médecins, avocats, etc. Au fond, je pense comme vous. Et puis je dis, mais j'en ai rien à foutre. Dites-le. Dites-le. Dites-le, ne dites pas ça à moi, dites-le ailleurs. Ah, mais vous comprenez. Eh bien, je dis, oui, vous risquez vous craignez pour votre statut social, votre confort, votre bien-être, vos crédits pour la bagnole. Vous allez tout perdre de toute façon, oui. Oui, eh ben moi, j'ai réglé ma vie en fonction, c'est-à-dire que les petites ficelles par lesquelles on vous tient, ben, je ne les ai pas à la patte. Eh bien, essayez une fois de vivre sans les fils à la patte, puis voyez ce que ça donne. Peut-être que ce ne sera pas pire. C'est tout à fait ce qu'on entend actuellement avec les effets secondaires du vaccin. Alors, il y a une dizaine de médecins aussi qui rendent public, qui osent parler publiquement, et ils disent, beaucoup nous soutiennent. Ouais, qu'attendent-ils pour le dire. Alors, est-ce qu'on va parler, puisque ça fait 7 ans, là, vous avez indiqué dans le dernier Antipresse l'importance, ce que vous a apporté le lectorat, tous ces lecteurs qui vous suivent. Est-ce que vous sentez cette possibilité, évidemment, d'être en désaccord? Est-ce que vous avez souvent des gens qui vous disent cet article-là, je n'ai pas du tout apprécié. Nous, on a eu quelques gens qui se sont désabonnés en disant cet article-là, je ne supporte pas la manière dont vous avez abordé le thème. J'avais envie de leur dire, mais, vous êtes en désaccord, mais c'est pas grave, vous êtes en accord avec 95% de ce qu'on dit. On en revient là-dessus. Votre lectorat, est-ce que vous avez beaucoup de retours? Est-ce qu'il y a un échange, une richesse par rapport à ça? Et quelle est cette possibilité d'être en désaccord? Alors, d'abord, il y a pas mal de retours. Il y a des gens qui écrivent. Quelquefois, lorsque c'est bien articulé et qu'ils prennent la peine d'argumenter, ben, on publie. Oui. Il y a des gens qui sont abonnés en étant très opposés idéologiquement à beaucoup de nos sujets. Mais comme nous n'avons pas, et je le dis, et je mets toujours en garde, nous n'avons pas de conviction. Nous n'avons pas une plateforme idéologique qui voudrait que, je ne sais pas, nous soyons le porte-parole d'une certaine conception de la société. Je ne sais pas quelle est la conception juste de la société, mais je sais qu'aucune société ne peut vivre sur le mensonge. Ça, c'est une chose qui est claire. Donc déjà, dire le vrai, c'est peut-être un programme. Mais ce n'est pas un programme qui va, par exemple, exclure, je ne sais pas moi, les utopistes ou les bourgeois ou les conservateurs. Je ne sais pas. Il n'y a pas de profil de portrait robot du lecteur de l'antipresse, comme il n'y a pas de portrait robot politique de l'antipresse. Donc il y a des gens qui sont de tous les bords, qui quelquefois protestent. Il y a des gens qui se désabonnent. Malheureusement, il y a des gens qui se désabonnent. J'ai eu une vague de désabonnement lorsque nous avons pris la position que nous avons prise tout au début du Covid, mais qui a été beaucoup moins importante que la vague d'abonnement, parce que les gens ont aussi compris qu'ils ne trouveraient plus rien dans les médias de grand chemin. Et puis j'ai eu le même phénomène lorsque a commencé la guerre en Ukraine, et où nous avons dit, faites attention, cette guerre, l'Occident l'a déjà perdue.
C'est fini. Ça va peut-être prendre un certain temps. Mais comment? Mais vous êtes cynique, mais ceci, cela. Non, dire les choses, c'est pas être cynique, elles sont comme ça. Elles sont comme ça. Donc là, il y a eu de nouveau quelques désabonnements et beaucoup plus d'abonnements. L'antipresse ou Kirov, c'est aussi thérapeutique. Oui. Je suppose que vous avez des retours par rapport à ça, des gens qui parlent de nous, ils nous parlaient souvent de bulles d'oxygène. J'ai envie de revenir sur la parésia, la parésia dit vrai, elle a donc le droit de dire vrai en face de celui qui est fou, de celui qui ne détient pas la vérité. Et quelle plus grande douleur que de se trouver dans une situation d'esclave, soumis à la folie des autres, alors qu'on pourrait dire la vérité et que l'on ne peut pas. Les gens, ça leur fait du bien aussi de lire autre chose, et c'est peut-être même plus que du bien, hein. Je pense qu'on a, sans prétention, sauvé peut-être quelques personnes qui, sans un autre discours, se seraient retrouvées complètement ensevelies sous le délire Oui. actuel. Je suppose que vous avez aussi pas mal de retours là-dessus. C'est aussi des témoignages que j'ai. C'est des gens qui nous écrivent, pour qui c'est devenu quelque chose qui est de l'ordre, comme vous dites, thérapeutique. C'est-à-dire, on ne peut pas vivre dans le mensonge. On ne peut pas vivre dans le faux semblant en permanence. Et là, ils sentent qu'il y a quelque chose de sincère. Peut-être que nous nous trompons sur des sujets. Peut-être que nous allons trop loin. Peut-être que nous avons des partis pris. Peut-être que mes origines slaves et orthodoxes font que ce que je dis de la Russie est teinté. Mais je le dis en toute sincérité et j'essaye de dire le vrai plutôt que d'entretenir des illusions. Et le simple fait qu'il y ait des gens qu'ils sentent, ces lecteurs, ces abonnés, que vous êtes sincères, que vous n'êtes pas en train de leur bourrer le mou, eh bien, ça leur donne un espoir qu'une vie intègre, droite, et une information intègre et droite sont possibles encore. Et pour revenir sur votre citation de Foucault, et je reviens encore une fois de nouveau sur Jordan Peterson, vous savez très bien, c'est aujourd'hui le psychologue ou psychiatre le plus connu au monde, il publie des livres, il fait des conférences, il est extrêmement controversé. Et dans cette vidéo qui a été très, très, très critiquée, où il dit, attention, la guerre de l'Ukraine recouvre notre guerre civile à nous, elle est le symptôme de notre guerre civile à nous avec cette histoire de Vauque. Il dit une chose, il dit, ce que nous dit le monde, c'est que nous sommes devenus fous. Nous ne sommes pas capables de respecter nos engagements sur le plan international. L'Occident ne respecte jamais les traités. Nous ne sommes pas capables de débattre. Nous sommes capables de dire une chose et son contraire. Dans une même phrase. Dans une même phrase. Et il donne d'ailleurs l'exemple de cette... Il donne d'ailleurs l'exemple de cette juge, l'exemple est vraiment saisissant, de cette juge fédérale qui a été élue au tribunal, à la cour, comment on appelle ça, à la cour fédérale américaine, la cour suprême, pardon, qui est une femme noire. Et puis il dit, voilà, on a célébré le fait qu'une femme noire ait été élue, mais on a voulu que ce soit une femme noire. Et on a donc élu à ce poste, non pas la personne qui était, mais la femme noire. Qui était la plus compétente, mais peut-être la plus compétente, mais dans une catégorie qui est d'abord femme et ensuite noire, ce qui veut dire un tout petit pourcentage des juristes qui sont à disposition. Peut-être que c'est la meilleure femme juriste noire, mais le tribunal avait besoin, la Cour suprême avait besoin simplement de juristes compétents. Donc on a énormément restreint la probabilité que ce soit la personne idéale, par un simple jeu de probabilité, de sélection positive. Bon, mais ce n'est pas ça. C'est que cette femme qui a été élue parce qu'elle est femme, et accessoirement noire, on lui a demandé lors des interrogatoires, des entretiens préalables, on lui a demandé de définir ce que c'est qu'une femme. Elle a dit, je ne peux pas, je ne suis pas biologiste. Et il a dit, mais vous comprenez bien que quelqu'un qui est à ce poste-là et qui répond ainsi, montre, et que cette réponse soit acceptée, tout ça montre que nous sommes fous. Il n'y a pas besoin d'être biologiste pour pouvoir dire ce que c'est qu'une femme.
Et d'ailleurs, accessoirement, aujourd'hui, on va vous dire que être femme, c'est pas une question biologique, c'est une question de choix. Hein. Donc même ça, encore, même là, on est dans une contradiction. Je dis donc je suis. Voilà, je dis donc je suis. Donc elle a dit, je ne peux même pas dire ce que c'est qu'une femme, alors qu'elle a été élue comme femme. Donc il dit, nous sommes en train, dans cette société, de dire que A et non A sont au même plan. Et dire que A et non A sont au même plan, c'est vraiment le caractère de la démence. Nous sommes fous et nous sommes. Et il ajoute encore ceci, je reviens sur votre citation. Non seulement nous devons reconnaître que nous sommes dans une société de fous, mais nous devons le dénoncer, parce que si nous ne le dénonçons pas, nous sommes complices de la folie. Alors voilà. L'intelligence ne suffit plus pour comprendre le réel. Elle peut même s'y opposer. Hein. Vous écrivez dans l'Antipresse 351, l'intelligence contre la pensée. C'est une observation que j'ai faite il y a bien des années déjà. Au temps de mes études, j'ai l'impression que vos études vous ont fort marqué dans la manière dont on peut distiller des idioties ou nous apprendre rien, mais dont l'explication ne m'est apparue que sous la dystopie covidienne. Une partie des gens que nous côtoyons, en particulier ceux impliqués dans l'encadrement idéologique de la société, milieu académique, politique, médiatique, sans oublier le clergé médico-sanitaire, sont intellectuellement dysfonctionnels. Aucun de leur raisonnement ne correspond à une réalité concrète, alors même qu'ils présentent toutes les qualités des personnes parfaitement intégrées à leur société et à leur temps. Aptitude sociale, bonne gestion de carrière et de la comptabilité personnelle, placement avisé, hygiène de vie, etc. Mais tout à coup, lorsqu'il s'agit de penser de manière autonome, avec sa propre tête, patatras, elles se mettent à délirer comme frappées d'une fléchette de Rajaïdja. Mais peut-être que leur rôle, justement, c'est celui d'assurer la pérennité de l'ordre en place. Hein. On sait que des intellectuels et du pouvoir, qui avait été écrit, Chomsky a beaucoup écrit là-dessus, qui est tombé dans le narratif covidien, ce qui est incroyable aussi. Mais peut-être que c'est le rôle de ces intellectuels de maintenir le système en place derrière leur statut de star et de maître à penser. Oui. Comme BHL ou d'autres. Bien sûr. Là, ce sont des. BHL et les vedettes sont des exemples, j'allais dire, ce sont des exemples extrêmes, ce sont des histrions. Oui, il y a les autres universitaires dont on ne va pas parler. Mais c'est la moyenne qui est intéressante. Et ce qui est intéressant, d'une manière générale, avec la caste des bavards, c'est un synonyme des avocats, mais la caste des bavards, c'est toute cette caste qui vit sur la détention et l'exploitation de la parole publique, n'est-ce pas? C'est qu'elle est toujours en synchronisation avec le pouvoir. On revient à l'Allemagne. La caste académique a très très rapidement, mis à part évidemment honneur aux dissidents, à ceux qui ont quitté tout de suite le système, mais ils se sont très très bien adaptés aux exigences du nouveau pouvoir et donc de la nouvelle science qui allait avec. En URSS, on s'est parfaitement adapté à la nouvelle science qui allait avec. Donc, et en Occident, donc dans la société d'aujourd'hui, vous avez des gens moi j'ai connu au temps de mes études le passage très délicat des compagnons de route du Parti communiste, du temps où l'URSS existait, vers le statut de critique du communisme, les mêmes dans le milieu universitaire. Tout simplement parce que, à partir du moment c'est du Colmar au Rotary. Voilà. À partir du moment où l'URSS s'est effondrée, il leur a fallu se recycler très rapidement. Et ils ont commencé à brûler leurs propres idoles qu'ils vénéraient et qu'ils défendaient rationnellement 6 mois plus tôt. Et c'est le moment où j'étais moi aux études, donc j'ai vu cette transition in vivo, si j'ose dire. Je suis vieux. C'était relatif. J'avais lu à l'époque un passage de recommandation de psy, de psychologue, et c'est marrant parce que l'un de ces psys était mon directeur de mémoire à l'université. J'avais lu ça à Ariane Millerand et Vincent Pavant quand je les ai interviewés. Et ils étaient assez marqués pour montrer la corruption et la collaboration des intellectuels. Ils disaient donc le suivi des mesures nécessite un effort particulier de la population. Les mesures constituent une rupture dans notre mode de vie actuel et nous devons les observer pendant longtemps. Bien que le suivi des mesures ait d'abord semblé être un problème temporaire, il devient maintenant clair que nous entrons dans une phase de changement de comportement permanent. Le nouveau comportement va devenir un comportement habituel. Le changement de comportement doit donc conduire à un comportement habituel. Le comportement d'habituation découle principalement de la planification et des répétitions fréquentes. Il est donc envoyé dans le cerveau différemment du comportement dirigé consciemment. Il n'est plus rendu conscient pour atteindre un objectif
Il est en grande partie automatique ou sans réflexion. Différents piliers sont importants pour faciliter cette formation d'habitude. Incroyable. Ah, c'est formidable. C'est un ratorium. Zinoviev avait trouvé ce concept pour décrire la société qui fonctionne sur les impulsions comportementales. Il appelle ça un ratorium parce que cette absence totale de considération pour la personne humaine que traduisent les recommandations de ce genre-là, ça ne peut conduire qu'à une société de rats. Avec, je ne sais pas moi, avec un plancher électrique qui va les électrocuter lorsqu'ils ne se comportent pas bien, ou avec des colliers, avec ces choses-là. C'est une chose qui m'avait également frappé du temps de mes études. J'avais jeté un coup d'œil sur les travaux de recherche en matière de psychologie sociale, mais on était en train vraiment de réduire l'humanité à un troupeau qu'il faut conditionner, si nécessaire, avec des colliers électriques. Il n'y a aucun problème. Il n'y avait aucun problème pour ces gens-là. Et là, ça fait bien longtemps, j'ai vraiment conçu des doutes quant à la viabilité d'une telle société. Ouais, ce qui est incroyable, c'est qu'ils utilisent des théories qui nous expliquaient en psychologie sociale pour les appliquer au sujet et les manipuler en fin de compte. Donc ils se rendent même plus compte que ce sont des manipulateurs fabuleux. Dans Corruption médiatique, dans votre intervention au colloque sur la corruption initiée par Arène Biloran, vous écrivez en réalité la comptabilité fourre-tout des décès était l'un des moyens principaux utilisés pour hisser la mortalité du Covid au-dessus de la grippe saisonnière. Ça m'a fait penser au discours qui avait fuité de Mark Van Rans donné au Chatham House. Mark Van Rans qui était un de nos experts du gouvernement et qui est incroyable aussi, et qui disait une voix, donc il était devant un parterre de décideurs, une voix, un message, c'est le ton qu'il faut donner dès le premier jour et il faut être transparent là-dessus. Vous devez être omniprésent, donc au début d'une, entre guillemets, pandémie. Vous devez être omniprésent ce premier jour ou les premiers jours pour attirer l'attention des médias. Vous faites un accord avec eux. Vous leur dites tout et quand ils vous appellent, vous répondez au téléphone. Quand vous faites ça, vous pouvez profiter de ces premiers jours pour avoir une couverture complète du terrain et n'iront pas à la recherche de voies alternatives. Si vous faites ça, cela facilitera les choses. Et ensuite, vous pouvez transmettre le message et vous pouvez le faire si vous le faites ainsi, que notre pays est prêt pour la gestion de la pandémie, mais c'est bien sûr une surestimation grossière, bien évidemment. Dans ce cas-là, le réel est totalement fortuit, il est vain, on n'est même plus... On en revient au tout début, on est dans une construction, et ils le savent. Ils le savent. D'où on en revient à Arène Belleran ou à Mathias de Smet. Ce sont des pervers narcissiques, des psychopathes, tout ce qu'on veut, mais ils sont dangereux. Ah oui, ils sont dangereux. Et cet aspect du réel qui n'est même plus, qui ne fait même plus partie de la donne, c'est assez effrayant quand même, quand on sait que la plupart des gens sont informés par les médias de masse. Oui. Ben oui, c'est là qu'est le nœud du pouvoir, c'est là qu'est le nœud de ce conditionnement. Les médias de masse sont le clergé, en fait, sont le lieu où s'opère la liturgie du conditionnement. Oui. Haute vérité indiscutable, hein, vous avez préfacé le livre d'Ariane Biloran, L'international nazi, c'est la Seconde Guerre mondiale, le Troisième Reich, vous le disiez, nos religieuses certitudes et notre psychose de culpabilité enfoncée au marteau-piqueur ne laissent guère de place en Europe pour une révision sérieuse de l'histoire du Reich. On est directement traité d'antisémite ou d'autres choses comme ça. Ça m'avait fait penser aussi, quand j'avais interviewé Ariane Biloran et Vincent Pavant, à Zygmunt Bauman qui avait écrit Modernité et Holocauste, qui disait, et je pense qu'il avait tout à fait raison, et c'est ça qui nous a amené au Covid et à la manière dont on interprète maintenant en Occident la guerre en Ukraine, nous n'avons rien tiré de l'Holocauste et de la Deuxième Guerre mondiale. Au contraire, avec les nouvelles technologies, c'est bien pire aujourd'hui, en fin de compte. Oui, et en fait, quand je dis qu'une révision sérieuse, ce n'est pas dans le sens du révisionnisme habituel qui est en quelque sorte de disculper le nazisme ou de réduire sa responsabilité. Moi, c'est au contraire. Le repenser. Pour dire que ça va encore beaucoup plus loin que ce qu'on a pensé. Ça va encore beaucoup plus loin. Donc, mon révisionnisme, c'est d'aller encore plus loin et non pas de banaliser cette horreur. Vous parlez notamment dans l'Antipresse 3 du fait que les hommes ont besoin de religion. Il faut rappeler aussi, et vous le rappelez dans cette Antipresse-là, que l'Occident a une religion
c'est celle de la raison. Mhm. Donc on est encore dans des sociétés religieuses, ici en Belgique, en France, Mhm. aux États-Unis, je veux dire, de religieuses, vraiment la vraie religion, Oui. celle que nous montre ce qui se passe avec le Covid, c'est-à-dire l'impossibilité de douter. Oui. Oui, ben, disons, le doute, la liberté de douter, c'est le marqueur d'une société de libre pensée. C'est un truisme ce que je dis, mais il n'y a pas de liberté d'esprit sans la liberté de douter. Et vous êtes de nouveau confronté à ce problème de la folie, c'est-à-dire de la simultanéité d'une affirmation et de son contraire, de A et non A, lorsque vous avez des gens qui vous disent que pour défendre nos libertés, nous devons empêcher les gens de douter. C'est la formule, c'est la formule du totalitarisme des origines, c'est-à-dire pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Là, c'est pas de liberté de penser pour les gens qui, pas de liberté de penser pour les gens qui pensent librement. L'absurde est dans la formulation elle-même. Pour atteindre un faux consensus, Voilà. j'aime bien votre formule, car le consensus est un avant-goût de la paix des cimetières. Oui, le consensus, c'est un avant-goût de la paix des cimetières. Tout le monde est d'accord dans un cimetière. C'est tout à fait ça. Euh, J'aime bien une formulation dans l'Antipresse 356, je vous cite de nouveau, il y a eu quelque part un décrochage causal, une rupture de cette vieille osmose, et la majorité ne l'a pas capté. Personne ne l'a capté, même au temps des plus perverses absurdités covidiennes, à l'exception de ceux qui ne doivent rien au système ou qui ont été arbitrairement persécutés par lui. Eux captent 5 sur 5 et ils tremblent. Les autres, même quand ils sentent que ça cloche, que peuvent-ils faire? Oui. Ils sont arrimés à cette nomenclatura dysfonctionnelle comme le client du parapente, c'est une superbe métaphore, biplace à son moniteur terrassé par une crise cardiaque en plein vol. Que peut-il faire sinon s'accrocher au Maccabée qui tient encore les rênes de la voilure? Ils sont nombreux, vous pensez, Oui. ces gens qui sont, qui sont avec ce moniteur mort et qui les guident Oui. et si oui, s'ils sont nombreux, ça n'augure rien de bon ou vous pensez qu'ils vont se réveiller Bah, regardez, on est censé, selon l'ordre de nos sociétés, on est censé être guidé par les politiques. Les politiques sont censés décider de ce que devient la société. Or, aujourd'hui, la politique est d'une manière générale un bullshit job. C'est un boulot qui ne sert à rien. Les parlements ne servent à rien. Ils ne font qu'avaliser les décisions des exécutifs, et les exécutifs sont profondément influencés par des facteurs extérieurs à la surveillance démocratique, si j'ose dire, pour ne pas aller plus loin. Donc, si les parlementaires ne sont pas là pour limiter le pouvoir de l'exécutif, et si l'exécutif n'est pas là pour limiter le pouvoir des puissances de l'argent, de l'industrie et des médias, alors l'ensemble est un bullshit job. Voilà. Donc, effectivement, le pilote du parapente, il a trépassé d'une crise cardiaque, mais malheureusement, nous sommes accrochés au cadavre. on va droit dans le mur si on n'y est pas déjà. Voilà. Alors, est-ce que ce ne sont pas les femmes qui vont nous sauver? Vous disiez dans l'Antipresse 3, si le christianisme est une religion de femmes, c'est parce que les femmes dans l'épreuve sont souvent plus viriles que les hommes et en tout temps plus clairvoyantes. Je me suis rendu compte qu'au fait, dans ce qui se passe avec le Covid, il y avait souvent beaucoup plus de femmes dans l'assistance que d'hommes. Pourtant, en général, c'est plutôt elles qui tiennent le ménage et qui s'occupent plus des enfants. Mais néanmoins, dans toutes ces réunions qui ont lieu le soir, le samedi, le dimanche, à toute heure de la journée, il y a énormément plus de femmes. Alors, je ne renie pas cette phrase, certainement pas, et j'ai aussi pu observer j'ai aussi observé une chose qui n'a pas l'air d'être, qui à première vue n'est peut-être pas dans le sujet, mais quand j'ai publié mes romans qui ont des thématiques lourdes, mon premier roman avait comme thématique une relation père-fils au milieu de la guerre en Yougoslavie, et l'autre, le second, avait comme thématique l'impossibilité pour l'être humain, pour la plupart des êtres humains, d'affronter la destruction en face. C'est-à-dire d'imaginer que nous puissions nous détruire par la guerre nucléaire. L'immense majorité des gens pensent que ce n'est qu'un jeu de l'esprit, alors que ça ne l'est pas. Et lorsque j'ai fait mes tournées de conférences et de dédicaces, notamment dans les bibliothèques, les médiathèques, j'ai observé partout, une très très vaste majorité de femmes. Vous disiez, les hommes ne lisent plus.
Et les hommes ne lisent plus de littérature. Les hommes lisent peut-être des choses. D'abord, ils lisent beaucoup moins que les femmes en général, et ils lisent des choses qui ne les façonnent pas intérieurement. La littérature et la poésie vous façonnent, vous donnent le courage, vous donnent un élan, vous donnent le pathos pour affronter la vie. La littérature technique ou la littérature politique vous donne une connaissance, éventuellement vous développe vos facultés critiques, mais ne développe pas le courage, ne développe pas l'abnégation, ne développe pas l'amour, ne développe pas les émotions. Sans la charge émotionnelle, vous n'agirez pas. Et le fait que la littérature, y compris de la littérature typiquement masculine comme la mienne, soit lue par 80% de femmes, me fait penser que le fer de lance de tout changement possible de cette société est entre les mains des femmes. Justement, revenons au début pour amorcer la fin. Vous insistez dans la présentation de vous-même sur votre travail de romancier. Vous êtes surtout romancier. La littérature, meilleur moyen d'expression du réel, justement, mais aussi le meilleur moyen de s'en échapper. Alors, vous savez, je veux vous renvoyer à une référence pour une fois très universitaire, c'est les travaux de René Girard, et en particulier ce livre étonnant, d'une très grande profondeur de pensée, qui est Mensonges romantiques et vérité romanesque. Ce que montrait René Girard, qui est un savant, c'est que la vérité, enfin la littérature, mais la vraie littérature, la littérature sérieuse, évidemment, pas la littérature de gare, mais la littérature de Cervantes, Dostoïevski, Balzac, Proust, etc., elle véhicule des vérités sur l'être humain qui sont inaltérables et intemporelles. Alors que la science, y compris les sciences humaines, est tout le temps en train d'être révisée. Elle est soumise au pouvoir du temps. La science anthropologique de l'époque des années 30, qui était fortement teintée de racisme, elle était très très bien vue du temps d'Hitler et interdite en 1945. Ce n'était plus une science, alors que c'était la science. Tandis que la littérature, aucun régime n'a trouvé de parade à Dostoïevski. Aucun. Même en URSS, il a bien fallu admettre que les vérités de Dostoïevski étaient des vérités universelles. Même l'URSS a reconnu le génie de Dostoïevski, qui avait, avec 50 ans d'avance, anticipé dans son roman Les démons le délire bolchevique. Et ben voilà. Donc, le roman est, à mon avis, non pas une fuite du réel. La littérature, disons, qui prend au sérieux sa mission, n'est pas une fuite du réel, c'est vraiment un retour dans le réel. C'est un paradoxe encore. Avec un espoir aussi de le changer. S'il y a un espoir de le changer, les changements ne pourront intervenir qu'avec des gens qui ont une culture littéraire et poétique. Justement, pour terminer, comment vous voyez l'avenir ? Il n'y a pas d'avenir. Il n'est pas écrit, comme dit. Et l'avenir n'existe pas. L'avenir sera la somme de nos actes. Ce que nous en faisons. Voilà, l'avenir, c'est ce que nous en faisons maintenant, par exemple, en enregistrant cet entretien. Donc nous sommes déjà dans l'avenir, par le simple fait que nous avons passé 2 heures à essayer de ménager plus de place à la sincérité et à la vérité dans le monde. Merci Slobodan. Merci à vous, Alexandre. Merci. Merci.